Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses et nombreuses. Je m'appelle Emmanuelle Favier, je suis écrivaine et administratrice dans cette belle maison. Et avec d'autres personnes administratrices, ex-administratrices ou pas, nous avons lancé un petit collectif qui s'appelle En Bref. Et je suis ravie de présenter la toute première soirée de ce cycle consacré à la nouvelle, au texte court. Donc, beaucoup de questions vont être abordées, sans doute pas toutes ce soir. Le point de départ, donc, l'impulsion, c'était notre petit groupe d'amoureuses du texte court qui se pose cette question, ce constat très partagé du monde littéraire, qui est presque devenu une espèce de réflexe quand on parle de la nouvelle, à pourquoi tant de gens écrivent de nouvelles et pourquoi on en publie si peu, pourquoi la nouvelle est un genre comme ça dédaigné, pourquoi les éditeurs en publient peu. Ils renvoient généralement aux libraires et aux journalistes qui n'en parlent pas, qui n'en vendent pas, les libraires eux-mêmes peut-être renvoient aux lecteurs qui n'en lisent pas, etc. Voilà, une sorte de cercle vicieux dans lequel, évidemment, la créativité est la première perdante. Donc on a voulu s'emparer de cette question. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, redonner ses lettres de noblesse à ce genre un peu particulier, qui est toujours difficile à définir, qui est la nouvelle, hein, le texte court, le texte bref. Voilà, on va parler peut-être terminologie. Avec un plateau évidemment de qualité, donc c'est vraiment le point de départ, on est dans l'exigence. Donc nous avons invité pour cette première soirée 2 auteurs. Je commence peut-être de manière anti-galante par Éric Faye, qui est un auteur que vous connaissez tous, qui est très identifié évidemment comme romancier, mais aussi comme nouvelliste, puisque Éric... Alors je suis désolée, tutoyer mes invités, ça se fait pas trop, mais en fait, j'ai essayé de les vous voyez, ça marche pas parce qu'on se connaît, on travaille ensemble, on est administrateur, on travaille comme auteur, on est copains, voilà, on a des liens, donc on va se permettre de se tutoyer. J'espère que ça vous dérangera pas. Voilà, la première question que je voulais poser va s'adresser aux auteurs. D'abord, tout simplement, quelle place occupe ce format qu'est la nouvelle dans votre œuvre et dans votre économie d'écriture? Est-ce que ça correspond à une énergie particulière, à des thématiques particulières, et quel rôle ça joue aussi dans votre parcours d'écrivain? Véronique, peut-être? Bonsoir. En fait, je pense que ce serait quand même plus malin que tu commences, parce que tu en as écrit 6 des recueils très chers. Je commence. Donc moi j'ai publié j'allais lire un seul recueil. Toi tu as dit en effet que j'en avais publié un autre avant qui s'appelle La salle de bain du Titanic, mais qui est un vrai recueil dans le sens où on cueille 3 nouvelles quelque part et on les met dans un livre. Ce que j'ai voulu faire avec À nos vies imparfaites, c'est très différent. C'était d'écrire pour un livre des nouvelles qui toutes se répondaient les unes les autres. Moi, quand j'ai écrit ce recueil, c'est vraiment parce que je me sentais trop colonisée par les romans et par la vie en général, et que l'écriture de nouvelles me convenait absolument. Moi, je suis une lectrice de nouvelles, et je sais qu'en fait, en France, il n'y a pas beaucoup de lecteurs de nouvelles. Et j'en parlais récemment avec Francis Geffard. Vous voyez qui est Francis Geffard? C'est un grand libraire, et au demeurant, c'est l'éditeur de la collection Terre d'Amérique. C'est un éditeur aux éditions Albin Michel de beaucoup de livres anglo-saxons et beaucoup de nouvelles. Et j'en discutais avec lui. Et on en venait au fait qu'en France, les gens ne lisent pas de nouvelles, ce qui est une surprise. Et j'ai ressorti un texte que j'avais beaucoup aimé de Dave Eggers. Vous voyez qui est Dave Eggers? C'est un écrivain américain qui écrit en général des romans. Et il disait un truc assez marrant dans la revue qu'il a créée, je crois d'ailleurs, qui s'appelle Mike Sweeney's. Et il disait, c'est une source infinie de fascination pour nous autres Américains, cette indifférence apparemment inébranlable que le reste du monde éprouve pour la nouvelle. Même en France,
où l'on apprécie que les romans soient courts, parce que vous savez très bien que le grand roman américain, il doit faire au moins 800 pages, ça c'est moi à l'aparté, et il dit, même en France, donc on apprécie que les romans soient courts, on n'apprécie pas les histoires sous forme de nouvelles. Donc il est stupéfié par ça. Donc après, il raconte l'histoire de Max Winnies. Donc il a créé Max Winnies. C'est assez drôle, hein, pourquoi il a créé cette revue. Et donc il faudra que tu nous racontes, Joël, comment tu as créé Harfang et pourquoi elle s'appelle comme ça. Et lui, il dit que Max Winnies, il l'a créé parce qu'enfant, lui, il recevait des lettres, sa famille recevait des lettres d'un certain Timothy McSweeney qui se prétendait membre de leur famille. Dans ces lettres, qui étaient souvent dérangeantes, il incluait, donc ce type, Timothy, il incluait d'ordinaire des horaires de train, des horaires d'avion, ainsi que de vagues itinéraires. Il leur promettait, à cette famille, donc Eggers, toujours une visite et des retrouvailles. Et voici comment une revue de nouvelles exclue de, entre guillemets, la famille de la littérature acceptable fut baptisée Timothy McSweeney's Quarterly Concern. Donc c'est comme ça que cette revue s'est appelée ainsi. Et je trouve c'est intéressant, c'est l'idée en effet que ce sont des textes qui ne sont pas complètement dans la littérature acceptable. Et j'en finis avec ça parce que je trouve ça amusant. C'est qu'en bon américain, avec beaucoup d'autodérision, il dit, et je pense qu'en fait on devrait le mettre dans toutes les revues de nouvelles, il dit « Vous devez aimer la nouvelle, sans quoi nous bombarderons vos populations, nous envahirons vos côtes et nous enverrons des mercenaires combattre vos insurgés. À nos amis, nous dirons que c'est une croisade, au reste du monde, nous dirons que c'est une libération. » Donc, moi, ça m'a beaucoup amusé quand j'ai lu ça, et j'ai trouvé que Dave Eggers avait l'humour qu'il fallait pour nous dire combien la nouvelle, en fait, peut être un exercice, un dispositif de plaisir, à la fois pour l'auteur et à la fois pour le lecteur, dans un temps très bref, qui correspond au temps finalement de concentration adéquat actuellement et qui pourrait en fait être vraiment le bon format de lecture. Bon, j'étais un peu longue, pardon, mais vous me comprenez, en fait, je voulais vous parler de Dave McEggers. Moi, ce que je voulais savoir, c'est vraiment dans votre pratique d'écrivain. Alors peut-être, Eric, je me retourne vers toi, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est très inscrit dans ta pratique depuis toujours. Tu parles dans un entretien de la nouvelle comme d'une espèce de navire-école où on apprendrait à écrire pour pouvoir ensuite piloter le paquebot que serait le roman. Mais tu parles aussi de laboratoire. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu peux faire dans la nouvelle que tu ne fais pas dans le roman ? Écoute, je n'en sais absolument rien. Comme ta question Moi, je suis tombé dans la nouvelle comme Obélix dans La Potion Magique au début des années 90, comme lecteur de l'âge d'or sud-américain et d'écrivains comme Italo Calvino et Dino Buzzati et d'autres. Et je n'en suis pas sorti, j'étais envoûté, c'était mon cap, écrire des nouvelles. C'est effectivement un laboratoire, pour moi, un laboratoire où je teste des idées, des personnages, des mécaniques. J'aime bien je suis pas tellement un écrivain à personnages. Alors, je suis plutôt quelqu'un qui aime lancer une mécanique et la conduire jusqu'à l'inéluctable, jusqu'à une chute éventuelle. Donc c'est pour ça que la forme de la nouvelle me parle davantage, à la fois comme lecteur et comme auteur. Alors pourquoi des romans ? Alors, il est arrivé plusieurs fois que ça me servait un peu de pépinière, comme des graines qui se mettent à pousser. Plusieurs fois, j'ai repris certaines nouvelles qui sont devenues sinon des romans, des novellas. Par exemple, Je suis le gardien du phare était à l'origine un texte de 3-4 pages. Et puis cette petite mécanique que j'avais lancée, je me suis aperçu que je pouvais
continué en une forme de spirale autour de ce que j'avais initié. Et c'est devenu un texte de 80-100 pages, appelons ça récit ou novella. Dans d'autres cas, je suis passé à l'étape roman. Mon premier roman, Le Général Solitude, était initialement paru dans la revue Le Serpent à Plumes sous forme de texte d'une douzaine de pages. Et parfois, les textes sont à l'étroit et demandent à grandir et de passer au format roman. Mais l'un comme l'autre, est-ce que vous avez besoin de cette énergie de la nouvelle on le sait, un roman, c'est des mois, des années de travail. On est obsédé comme ça de manière constante et dans ce travail de mine on peut utiliser toutes les métaphores qu'on veut. Et la nouvelle, comme pour certains la poésie, peut représenter une forme de respiration. Beaucoup d'auteurs d'ailleurs en témoignent. C'est un pas de côté, mais c'est aussi un endroit où il y a peut-être moins l'enjeu énorme, écrasant, le vertige du roman. Est-ce que ça fonctionne aussi comme ça pour vous? C'est quelque chose qui vient vous, ou ce sont plutôt des occasions, un sujet d'un coup, on sent qu'il est fait pour une nouvelle. C'est aussi un monde obsessionnel dans lequel dont on est captif. Je pensais à Adolfo Bioy Casares qui racontait qu'il avait une fois un excellent début de nouvelle et il a cherché la fin pendant 25 ans. Et j'ai lu cette nouvelle, elle est complètement ratée, la fin est... Et je pense qu'il était meurtri de... On a souvent d'excellentes idées, on part et puis on ne sait pas sortir. La sortie est très difficile à trouver dans la nouvelle, oui. Mais... C'est justement quand la nouvelle n'est qu'une idée. C'est le problème de la bonne idée. Alors moi je pense que je suis une écrivaine de nouvelles. Je ne suis pas du tout une écrivaine de romans, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que je n'ai finalement publié qu'un recueil de nouvelles, un vrai recueil de nouvelles. Mais j'adore la brièveté de la nouvelle. J'adore le fait que quand on est écrivain, on est tout le temps traversé par tout un tas d'informations, évidemment, comme tout un tas de gens, et qui rentrent en collision avec nos obsessions. Et pour un roman, ça se complique, mais pour des nouvelles, ça permet de les mettre sur papier dans l'instant. Et tout à coup, vous pouvez parler sur une nouvelle moi, dans mon dernier recueil, à un moment donné, c'est sur l'histoire du dodo, cet animal qui a disparu au XVIIe siècle sur l'île Maurice. Et tout à coup, je commence à me poser des questions sur le dodo, s'il en restait un, s'il en est... Parce qu'il n'y a plus aucun dodo qui existe en animal empaillé, puisque même ceux qui sont dans les musées sont des chimères. Et donc, tout à coup, en fait, je m'interroge sur la question, tu prends un peu de champ, puis tu regardes, tu dis, tiens, c'est amusant. Et en fait, ça se fabrique, en fait, dans ta tête. Et là, ce qui est génial avec la nouvelle, c'est que tu peux écrire cette nouvelle en une soirée, en 2 soirs. Il y a quelque chose, il y a une forme d'économie de temps et d'énergie qui est extraordinaire. Franchement, moi, j'adore ça. Écrire des nouvelles, lire des nouvelles. Quand je lis des nouvelles, j'adore en effet comprendre comment elles sont nées dans la tête de l'écrivain en question et comment il a fabriqué cette histoire sur 20 pages, 30 pages, 40 pages. On a tous lu des nouvelles extraordinaires qui nous ont marqués, qui ont été des moments... Tu parlais d'Italo Calvino, tu parlais de Lino Buzzati, vous vous souvenez du cas, vous vous souvenez des nouvelles de Maupassant, vous vous souvenez de la parure. Vous savez, ces nouvelles à chute. Il y avait ce truc, en effet, de la chute où la dernière phrase allait être le moment fondamental. Après, vous avez commencé à lire des nouvelles qui n'étaient plus des nouvelles à chute. Vous avez commencé à lire la nouvelle anglo-saxonne, américaine, à la Carver, où la nouvelle était une forme de Polaroid. Mais vous avez commencé à lire des nouvelles à la Lino Buzzati, où vous aviez à la fin, souvenez-vous de cette nouvelle, où à la fin, la dame quitte le jardin d'enfants avec son petit garçon, et il y en a une qui lui dit « Au revoir, Madame Hitler ». Vous vous souvenez de cette nouvelle ?
Et donc là, tout à coup, ça éclaire complètement le texte que vous venez de lire. Donc il y a plein de types de nouvelles différentes. C'est pour ça que c'est un exercice et c'est un laboratoire, vraiment, profondément pour nous, écrivains, c'est un laboratoire. Sur un tout petit temps, vous essayez des choses sur une forme. Moi, j'essaye des choses sur une forme complètement différente. Je partage ce constat. Et alors, avant de me tourner vers justement Édith de Cornulier, puisque la maison Malo-Kirvan propose des... Est-ce que ce sont vraiment des nouvelles? C'est une vraie question. En tout cas, des textes courts, mais c'est-à-dire que justement, il y a une question terminologique qui se pose autour du mot nouvelle, enfin voilà, qui peut être contestée, format bref, format court. C'est court, ok, c'est le principe. Tu as mis des critères, 48 pages, un nombre de signes bien déterminé, mais avec des collections, on va en reparler. Et donc, un éclectisme de format et de direction dans tes textes. Il y a finalement assez peu, il n'y a pas vraiment de nouvelles à chute finalement dans ton catalogue, qui est absolument passionnant. Alors, je vais me permettre de faire, il y aura quelques lectures ce soir, je vais me permettre de faire celle-ci puisque ce n'est pas un texte d'un auteur qui est sur le plateau, mais qui est dans la salle, je crois. Donc je vais vous lire un petit extrait de Nanoya, qui est un texte de Benoît Richter, dans la collection 17e, dont tu nous parleras tout à l'heure, qui s'inspire à chaque fois d'un tableau dont la contrainte, c'est que le tableau doit être du XVIIe siècle et au Louvre. Et donc, Benoît Richter est parti de Attaque à main armée dans un sous-bois, anonyme des Flandres, vers 1615. Voilà. Et à cause de ce livre, l'auteur a été retrouvé. L'auteur du tableau a été retrouvé ? Grâce, c'est extraordinaire. Alors là, tu vas nous expliquer ça. Je lis un petit extrait parce que voilà, c'est un très beau texte. Nous pénétrons dans Nanoya alors que la fin de l'été voit le retour du frais et de l'humide, traversant la bouscaille touffue, si typique de ces régions de la vallée. Puis remontant sur une barque à fond plat les marais qui entourent la cité blafarde, émergeant du brouillard bleuté qui l'enveloppe, passant enfin sous la grande porte, ni plus ni moins circonspecte qu'en entrant dans une autre ville, à l'écho des récits de prodiges accomplis par Djurin, divinité locale dont plusieurs lignées de guides Bahas nous ont sans fin vanté les pouvoirs. Pourtant, dès le premier incident sur l'étal resplendissant d'un poissonnier du marché aux Dorades, nous comprenons immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un de ces tours de magie utilisés par les prêtres pour ramener le petit peuple dans leur filet. Nous voyons, nous croyons, nous savons que plus rien jamais ne sera comme avant. Bousculé par un collègue derrière son échoppe, il faut dire que l'affluence bat son plein. Dame, on ne plaisante pas à Nanoya en matière de dorade. Un apprenti poissonnier s'est planté le tranchoir profond dans l'avant-bras. Le sang gicle abondamment sur l'étal et les passants, le jeune homme hurle de terreur. La foule s'immobilise, saisie, électrifiée. Une de nos compagnes s'avance pour les premiers soins, vite retenue par un passant bienveillant. « Faites confiance à la magie de Djurin !» À peine le temps de vouloir insister que le nom de Djurin est déjà sur toutes les lèvres, nôtres exceptées, et monte dans l'air comme un mantra autour du jeune homme qu'on laisse se vider de son sang, mais qui trouve lui aussi la force d'implorer son Dieu d'un émouvant « Souviens-toi comme je t'ai servi, Djurin !» avant de défaillir en s'affalant sur ses dorades à présent souillées, un bras démantibulé tendu vers le ciel. C'est alors que l'impensable se produit. Est-ce que tu veux nous parler de cette nouvelle, de cette collection, de la façon dont le tableau a été retrouvé et du coup élargir à la manière dont tu as créé cette maison et comment tu l'as pensée avec ce système de collection? C'est dur pour moi. Ça marche ? C'est dur pour moi de parler de cette nouvelle alors que l'auteur est là et que c'est une nouvelle difficile à interpréter. En tout cas, Benoît Richter, au fond de la salle, j'avais vu un de ses opéras, parce qu'il est librettiste d'opéra, mis en musique par Thierry Machuel, et j'avais été fascinée par son... Comment ça s'appelait ? Le duplicateur. Et d'ailleurs, c'est un peu le même thème, c'est très très futuriste, le robot a dépassé l'humain, et voilà, quand on meurt, on peut se recréer tout de suite, mais du coup, quel est le sens de la vie ? Voilà. Et
j'avais été fascinée par cet opéra. Et donc, quand j'ai créé ma maison d'édition, je m'étais dit, il faudrait que ce garçon écrive dans une de mes collections. Parce que c'est toi qui sollicites les auteurs. Parce que c'est moi qui sollicite les auteurs, voilà. Et il a fait un texte absolument exceptionnel, mais je pense qu'il faut le lire plutôt qu'en parler. Et d'autant que je ne suis pas sûre, parce que la graphiste Sarah, qui aimait beaucoup ce texte aussi, la graphiste de la maison d'édition, avait une interprétation complètement différente. On s'est beaucoup engueulé. C'est pour ça que ça aurait été n'importe quel texte, mais là, je ne suis pas complètement... non, mais ce n'est pas forcément parler du texte, parce que ce n'est pas le sujet, mais voilà, peut-être juste nous raconter l'anecdote du tableau qui a été retrouvé. Alors, le tableau, principe de la collection. Finalement, Benoît Richter connaissait quelqu'un qui travaillait au musée du Louvre et qui s'est mis en recherche du nom, et maintenant il y a un nom, et en plus c'est pour ça que je suis très gênée, je l'ai oublié, mais peut-être toi tu peux nous dire ce nom? Non, c'est mon frère qui est historien de l'art. En fait. Voilà, et il l'a retrouvé, il s'est intéressé à ce tableau. Pas avant que un jour peut-être le Louvre note un nom sur un carton. Voilà. Mais en effet, cette collection. En fait, moi, j'ai fondé Malo Kirvan. C'est plus facile pour moi de parler comme ça parce que j'allais avoir 40 ans et que j'avais pas d'enfant et que donc j'avais raté ma vie et que d'ailleurs je gagnais pas beaucoup d'argent. T'avais une Rolex? Et donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je savais pas quoi faire et je me suis dit, j'ai pas assez d'argent. Mais si un jour j'ai 5000 balles ou 6000 balles devant moi, c'est dire, je fonderai une maison d'édition. Et j'ai commencé à créer comme ça la maison d'édition et à réclamer des textes aux gens, tout en me disant c'est l'horreur ce que je fais, parce que je ne vais pas pouvoir les imprimer, les gens croient tout. Et puis j'ai eu beaucoup de projets, j'ai beaucoup déçu les gens en plus. Donc c'était, je recommençais, voilà, c'est la sempiternelle. Et puis, figurez-vous que mon père est mort et que j'ai eu une assurance vie, pas si grosse que ça, mais que ça a permis de faire... voilà, je pense que d'ailleurs il aurait été très content. Et donc j'ai créé cette maison d'édition et on a sorti 10 livres d'un coup, parce que tant qu'à faire. Donc notre catalogue a commencé avec 10 livres. Et en fait, tout de suite... donc j'avais commencé à commander des textes, mais je me disais ça va être l'horreur si les gens se disent elle est éditrice, parce que vous savez ce que c'est, je vais recevoir plein de textes, je vais devoir les lire, les gens vont être déçus. Donc tout de suite je suis pas capable de vivre ça, je sais même pas quelle adresse donner. Tout de suite je me suis dit c'est à la commande. Mais c'est pour ça en fait. Tout le monde me dit pourquoi, voilà, c'est pour ça. C'est à la commande. Mais du coup, en fait, tout a été fait comme ça, d'une manière contraignante. Pourquoi j'avais commandé plein de textes. Je me suis dit, je vais faire plusieurs textes, mais pourquoi court? Alors, pour 2 raisons. Pour une raison intellectuelle et une raison aussi matérielle et financière. J'avais discuté avec la graphiste, qui était ma mère, et qui m'avait dit, tu sais, elle était graphiste, si tu imprimes soit tu fais ça va te coûter aussi cher en fait d'imprimer 10 petits textes qu'un roman. Donc, c'est rentable. En fait, pas du tout. Mais sur le plan de l'impression, on pouvait faire 10 livres au lieu d'un. Je me suis dit, comme ça, j'aurais. Et là, c'est ça qui me faisait... J'aurais un catalogue. Et je pense que le catalogue est un mot... le catalogue est un mot très, très, très important, parce qu'aujourd'hui... Enfin, il faut... Si on est éditeur, on doit penser à son catalogue. Et vous créez un catalogue. Les auteurs créent leurs textes, mais il doit y avoir un catalogue qui est lui-même peut-être pas un livre, mais si ce n'est une œuvre, un univers... quelque chose qui se porte. Il peut y avoir des engueulades au sein du catalogue, mais il faut que ça ait un sens. Voilà. Mais ce qui est très particulier... Voilà, merci. Ce qui est très particulier dans ton catalogue, c'est qu'en fait, il y a pratiquement autant de collections que de livres. Alors ça, c'est parce que chacun ses névroses.
c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux non plus. C'est le démiurge qui s'exprime, c'est-à-dire que quand on a eu du mal à créer, procréer, enfin ça j'ai même pas essayé. Quand on a, voilà, tout d'un coup, vous avez des gens qui vont le faire à votre place, mais c'est vous qui décidez. Et c'est pour ça que je comprends Dieu d'avoir créé les hommes. Et donc, du coup, faire plein de collections comme ça, ça permet de dire je te propose d'écrire un texte dans la collection 17e, il faut absolument que ça fasse entre 22 et 28 000 signes, qu'il y ait un tableau du XVIIe siècle et qu'il soit au musée du Louvre. Et je peux pas le prendre... Non, je suis désolée, mais t'es pas obligé de le faire. Mais si, voilà. La collection Fragile Pouvoir, tu dois avoir un haut fonctionnaire qui doit être nommé quelque part, et dans l'exercice de son pouvoir, il doit être très très emmerdé par un truc local. Dans une Alors moi, c'est pas tellement les hauts fonctionnaires. Si. Et c'est comme ça, et comme ça, j'ai l'impression d'agir, et en fait, les personnes agissent, et ça fait des textes pas mal. Et un catalogue. Bah, en tant qu'auteur, on trouve... C'est très agréable, la contrainte, on sait tous voilà, que ça nous donne un cadre et que c'est extrêmement stimulant. Bon, ce qu'il y a, c'est que tu as aussi beaucoup d'idées, alors, de catalogues, de collections, je veux dire. Tu as les espaces paracompacts, donc je pense que personne n'a vraiment compris ce que c'était, mais c'est ça qui est génial. Après, il y a aussi, tu fais des petits guides, alors le guide sentimental de la police. Police nationale, pardon. On a le guide pour reconnaître les saints dans les églises et les musées. Et là, on vient de faire ensemble, alors certains d'entre vous ont participé, le petit encomium des mots plus ou moins rares, donc, qui est né de notre passion pour les mots rares et précieux. Donc c'est presque un ensemble de 26 micro-nouvelles autour de mots rares. Voilà, donc c'est très varié, et je trouve que ce principe de la collection épouse un autre principe qui m'intéresse beaucoup, mais on y reviendra peut-être après, qui est que ce sont toujours effectivement des textes uniques, et le principe de la plaquette est peut-être une solution intéressante. Voilà, c'est la grande question du recueil et la grande question de l'éditorial. Peut-être avant d'aborder ce sujet, j'aimerais me tourner vers Joël pour une question. Alors, cycliquement, on parle de renaissance de la nouvelle, de redécouverte de la nouvelle depuis le 19e siècle. C'était même une collection lancée par Paul Morand chez Gallimard dans les années 30. Je ne sais pas s'il y a une renaissance de la nouvelle. En tout cas, il y a quelques signes assez positifs récents. La création notamment par Bernardo Toro de la revue Rue Saint-Ambroise du réseau de la Nouvelle, qui est quelque chose qui commence à prendre beaucoup de place et à être, je trouve, un signe très positif. Un numéro spécial de l'Atelier du roman qui va être consacré au texte court, à la nouvelle, et qui paraîtra au mois de juin. Voilà. Toi, tu travailles sur le... Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la manière dont Harfang est né, a évolué au fil des années, et comment tu perçois justement cette évolution, le regard qu'on porte plus généralement sur la nouvelle? Alors, il y a plusieurs questions là, mais prenons-les dans l'ordre. Est-ce qu'il y a un renouveau de la nouvelle? Alors, je suis assez... à une époque, j'aurais dit oui. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la nouvelle dans les années 89-90, j'étais persuadé de ça. Alors, j'ai rencontré un Belge spécialiste historien de la nouvelle, René Goden, qui est décédé depuis, et qui me dit « Mais enfin, t'es complètement ridicule. Si on regarde ça depuis un siècle, même depuis le 19e siècle, ça revient régulièrement. C'est un marronnier, comme on dit en journalisme. Tous les 20 ans, il y a une renaissance de la nouvelle. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu une collection Gallimard créée par Paul Morand, après-guerre, je crois, ou entre les deux guerres plutôt. Dans les années 80, on a eu cru ça. Il y a eu beaucoup de revues de nouvelles qui se sont créées. Puis elles ont toutes disparu, pratiquement, sauf Brève, mais qui vient de quitter le support papier pour passer au numérique. On va peut-être aussi parler de ça aussi, peut-être, c'est une chose importante. Donc je dirais que c'est un phénomène, ça va par vague. Donc là, on est peut-être sur le haut de la vague, c'est très bien, mais ça reste, il faut faire un constat simple quand même, ça reste minoritaire en nombre par rapport dans l'édition. C'est quoi? Ça représente 5%. Quand il y a 100 romans qui paraissent, il n'y a même pas 10 recueils matériellement. En tirage, c'est la même chose. Donc en fait, c'est minoritaire. Ce n'est jamais mineur. Je pense qu'il faut bien autoriser ça. Et les écrivains le disent très très bien. Alors, du côté des écrivains, je pense il y a des choses qu'on a
peut-être pas dites. On a parlé de la brièveté comme étant un critère essentiel. Moi, je dirais qu'il y en a beaucoup d'autres, en fait. Hein. Il y a la liberté, la densité, la variété. La nouvelle, elle est très très proche de tous les autres. C'est un genre polymorphe, je dirais, qui peut être très proche du conte, proche de la poésie, parce qu'il y a des poèmes en prose qui peuvent être des nouvelles, d'une certaine manière. Proche du journalisme aussi, il faudrait penser aux nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon, qui sont des petites merveilles, hein, quand même. Hein. Nous, à la revue, on a lancé une petite rubrique mensuelle, un concours permanent de micro-nouvelles en 100 mots, hein, qui peut prendre des formes totalement différentes, c'est-à-dire selon les registres aussi. Ça peut être fantastique, historique, érotique, tout ce que vous voulez, tous les registres y passent. Ça peut être du dialogue, ça peut aussi être des nouvelles épistolaires, pourquoi pas. Donc tout est possible, c'est une variété. Et donc quand vous disiez tout à l'heure que c'était un laboratoire, moi je pense qu'effectivement c'est... je vais prendre un autre mot, parce qu'on va citer une autre nouvelliste et romancière qui est Marie-Hélène Lafon, qui parle, elle, de chantier. Hein, je pense que ça montre bien le laboratoire, le chantier, c'est du travail, etc. Et donc ça travaille, il y a un travail du texte. Éric l'a dit tout à l'heure, il y a des nouvelles qui deviennent parfois des romans. C'est un petit peu aussi ce que fait Véronique. Hein. Et si je prends Marie-Hélène Lafon, par exemple, et ça donne toute l'importance de ce que peut être aussi une revue comme étant un laboratoire, un lieu de passage pour les écrivains. C'est-à-dire, Marie-Hélène Lafon, par exemple, a publié 4 nouvelles dans Arfan. Ces 4 nouvelles-là sont devenues, quelques années plus tard, sont des parties de romans. Hein, je pourrais dire, là, d'une certaine manière, des nouvelles peuvent être des embryons de romans. Hein, je pense, si on prend la métaphore. Jamais, je vais filer la métaphore, mais on ne pourrait pas parler de romans avortés. Une nouvelle, ça serait loupé dans ce cas-là, hein, ça serait mauvais. Il y avait quelqu'un qui avait dit, j'ai oublié, mais peut-être que vous allez me rappeler, c'est-à-dire que tout roman devrait aboutir à une bonne nouvelle. Hein, c'est-à-dire qu'on parle du charbon et on devrait arriver au diamant, hein, d'une certaine manière. Hein. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Mais alors, sur l'historique d'Arfan... bon, je sais pas, 33 ans d'existence, 66 numéros, avec je vais dire une double exception culturelle, d'une certaine manière, puisqu'en fait, je pense qu'on est une des seules revues littéraires et de nouvelles n'ayant jamais eu de subvention. Donc, alors, on a réduit la voilure pour continuer à exister, vous vous doutez bien. C'est plutôt dur, surtout par les temps qui courent, surtout depuis le passage du Covid, où il n'y a plus de contact et de rencontres avec les lecteurs. Ça, c'est aussi une chose importante. Il faut aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des lecteurs. Véronique a dit, peut-être que c'est ça ce qui nous manque en France. Mais en fait, les lecteurs, il faut les former. Il faut les informer, et il manque des maillons peut-être en France. Alors la revue est un maillon possible, hein, mais il faudrait... Il y a eu des aventures. Il y a un maillon essentiel qui manque, me semble-t-il. C'est le maillon des quotidiens, des hebdomadaires. Nous, on est semestriel, hein, donc là, c'est quand même une périodicité qui est quand même assez longue et qui ne permet pas de... Mais pour véritablement former des lecteurs à long terme, il faut une présence continuelle, permanente. Et donc là, je sais pas, Le Monde a fait ça, c'était Le Monde dimanche, La Croix a fait ça pendant des années, Libé l'a fait un peu, Télérama, etc. Et donc là, voilà quelque chose qui a disparu, il y a un support qui a disparu, alors que dans les pays anglo-saxons et les pays hispaniques, très souvent, les auteurs sont publiés. C'est d'ailleurs une marque. Si un auteur n'a pas publié pendant une année, on se dit mais il est mort, c'est pas possible. Il faut absolument qu'il ait au moins publié une nouvelle dans un journal. Et comment tu diffuses alors la revue alors, uniquement sur abonnement. Et quelques dépôts à droite et à gauche, mais parce qu'il existe quelques salons de la nouvelle, mais de moins en moins. De la même façon, beaucoup ont disparu. On a Place aux Nouvelles à Lozerte. Voilà, mais alors une nouvelle. Alors on peut opposer ça. Alors, en quantité aussi, s'il y a des centaines de revues de poésie qui naissent, qui vivent, qui meurent, etc. Là, les revues de nouvelles se comptent sur les doigts de la main. On a parlé donc de Brève qui est en train de disparaître en tant que support papier. Il y a le représentant de la rue Saint-Ambroise dans la salle, par exemple, qui sera peut-être là. Pourtant aussi, on a...
Encrier Reversé actuellement, et c'est tout. Après, il y a des revues qui publient à la fois d'autres textes courts, de la poésie. On espère qu'il y a suffisamment de revues parce qu'on a l'intention d'inviter un directeur de revue à chaque soirée, et comme on a l'intention de faire beaucoup de soirées, donc créer des revues. Voilà. Merci, je ne voulais pas te couper, pardon. Alors peut-être pour justement aborder cette question éditoriale et du format recueil versus plaquette, qui est vraiment un sujet, je pense, important et qui peut peut-être nous permettre d'avancer sur la question. J'aimerais bien, Véronique, si tu voulais bien lire un extrait de À nos vies imparfaites. Non, pas dans celui-là, parce que c'est pas là que j'ai mis mon petit papier. Voilà. Tu es d'accord pour lire un extrait? Bien sûr. Oui. Mais dis-moi quel petit passage. Vous inquiétez pas. Justement, tu parlais du dodo. Ah bah alors, je parlais du dodo. Donc le dodo, en fait, c'est l'un des animaux qui traversent ce recueil. Il y a tout un tas d'animaux qui traversent ce recueil. Et le dodo est un animal qui me fascine. Alors, la nouvelle s'appelle « Du mauvais usage de nos dons ». Comment en est-il arrivé là? Ça pourrait sembler une mauvaise blague. Partez du point A pour vous rendre au point B et tentez la dégringolade en vitesse de croisière. Herman vient de raccrocher et il reste songeur, son téléphone dans la main droite. Il a une petite tendance à rester songeur, parfaitement immobile, comme un soldat de terre cuite. Une sorte d'un de trois soleils qui peut le faire paraître inquiétant, c'est ce que lui disait Lynn, son ex-femme au début, ou bien idiot, c'est ce qu'elle disait à la fin. C'est lui le CD défectueux coincé sur les 3 mêmes notes bloquées à tout jamais. Herman est encore à l'atelier alors qu'il est près de 21h. Il a traînassé sous le prétexte d'avoir une commande à terminer. Un loulou de Poméranie mort d'une infection rénale. C'est une grande partie de son travail. Redonner forme et expression à nos chers animaux domestiques trop tôt disparus. Ce n'est pas la partie la plus valorisée du métier. Mais Herman est un sentimental. Alors il est touché par le désir de ces petites dames de garder auprès d'elles jusqu'à leur propre extinction leur bestiole suspendue pour l'éternité dans une posture parfaite. Lui, il n'a jusque-là jamais eu l'ambition de naturaliser un zèbre ou un pangolin. Non. Il est toujours resté la petite main de l'atelier Pfeffingen. Les autres disent qu'ils travaillent, eux, pour la galerie Pfeffingen. Lui, il dit « Je bosse à l'atelier ». Herman a 52 ans. Et il en a vu défiler des gamins à l'atelier, des gamins à qui il a appris le métier et qui ont continué leur route en l'oubliant. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Les gamins devenus adultes aimeront, avec une complaisance attendrie, se pencher sur leurs années de formation et évoquer le sérieux, la bienveillance et la modestie de leur premier maître en la matière. L'âge ingrat, cher Herman, finit toujours par passer. Herman a toujours cru que âge ingrat avait à voir avec les métamorphoses dissonantes et les peaux acnéiques. Et c'est depuis peu, depuis que son propre fils Pablo est adolescent, qu'il comprend le double sens de cette ingratitude. Donc, même si les jeunes gens qu'il a formés ne sont pas aussi oubliés qu'ils le pensent, il est vrai que Herman est demeuré assis sur le talus quand ceux-ci, les jeunes gens, lui ont lâché la main. Il les a tranquillement regardés s'éloigner. « Tu manques d'ambition ?» lui répétait sa femme. Jusque-là, ça n'avait jamais été un problème pour Herman. Ce qu'il aimait, c'est être avec son scalpel, ses dépouilles et l'idée d'une vague transcendance. Lynn, sa femme, avant de le quitter, croyait toujours qu'il allait la quitter. Quand elle avait rêvé qu'il la trompait avec une autre femme, elle lui faisait la gueule toute la journée. Quand ils regardaient tous les deux un film, elle lui disait « Elle te plaît, non ?» en parlant de l'actrice principale. Et quand un morceau d'une chanteuse qu'il aimait bien passait à la radio, elle disait « Écoute, c'est ta copine ». Et à l'arrivée, c'est elle qui était partie vivre avec son dentiste. Ça paraissait fou qu'un type tombe amoureux de vous quand vous aviez la bouche grande ouverte et que vous ne pouviez en aucun cas discuter avec lui et que vous étiez à sa merci et que vous lui présentiez vos plombages et votre haleine plus ou moins fraîche.
Peut-être Herman n'avait-il pas assez bien évalué le potentiel érotique de la cavité buccale de sa femme. Peut-être. Merci. Merci Véronique. Dans ce recueil, on a donc une série de textes qui sont toujours centrés à chaque fois sur un personnage différent, un petit peu comme on est tous au centre, nous, de notre vie plus ou moins imparfaite. Les nouvelles sont indépendantes, néanmoins, dans chaque, il y a des liens, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui apparaissent en arrière-plan. Alors on a donc un taxidermiste, on a une princesse au petit pois, on a un chat qui ressemble à Jean-Luc Godard. Enfin bon, on a toutes sortes une galerie de personnages très sympathiques. Et chaque personnage est personnage secondaire, voire tertiaire d'un autre texte. Est-ce que pour toi c'est important d'avoir ce fil conducteur qui crée une homogénéité au recueil de nouvelles, mais il n'y a pas de progression romanesque, hein, donc chaque texte a une existence singulière. Voilà, cette question du recueil. Pour moi, c'était complètement fondamental. Écrire un recueil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, écrire un recueil, il fallait que je fabrique un recueil. C'est-à-dire, en fait, des histoires, créer une constellation de personnages, que chacun, parce que moi, l'évidence qu'on vit tous, hein, c'est qu'on est les personnages les plus importants de nos vies et que toutes les autres personnes autour de nous sont des figurants et que c'est simplement en s'approchant d'eux qu'ils sont moins des figurants dans nos vies. Mais j'ai toujours trouvé ça amusant, le fait que les gens rentrent dans nos existences et deviennent moins des figurants, moins des personnages de second plan, et puis cette espèce de va-et-vient permanent. Le fait que A connaît B, qui connaît C, qui connaît A, ça m'a toujours aussi beaucoup amusé. C'était lié aussi au départ, je pense, à un film, c'était lié à Shortcuts. Vous vous souvenez de film de Robert Altman, qui était un film... Robert Altman, il avait lu des nouvelles de Raymond Carver, et ces nouvelles, elles étaient toutes indépendantes les unes des autres, parce que d'ailleurs les 8 nouvelles, je crois que c'est 8 ou 9 nouvelles qu'il a choisies, elles étaient toutes d'ailleurs, elles venaient de recueils différents, donc elles n'avaient aucun lien entre elles. Et lui, il a fabriqué avec ce film, il a fabriqué en fait des liens entre chacun des personnages. Et moi, ça m'avait fasciné. Moi, j'avais lu les nouvelles de Carver avant de voir le film de Altman en 93. Et quand je vois le film, je me dis, mais c'est tellement ça, en fait. En fait, ce sont des petites histoires qui sont toutes entrelacées. Et elles sont entrelacées et ça donne un caractère à la fois évidemment profondément existentiel à nos vies et profondément désespéré à nos existences. Enfin, je ne vous apprends pas en fait que demain va peut-être être annulé, mais aussi quelque chose de ludique, quelque chose de, je sais pas, quelque chose qui était de l'ordre de l'humour. Allez, amusons-nous, comme disaient des proches, en attendant la mort. Et donc j'aimais beaucoup ça, en fait, dans le film de Altman, de ce qu'il avait fait, en fait, des nouvelles qui pouvaient être un peu sinistres, hein, de Carver. Enfin, vous avez déjà lu Carver. Globalement, c'est assez sinistre, hein. Quand même, on ne va pas non plus raconter des histoires. Et donc, à la fois ce côté sinistre et ludique, moi, me convenait complètement. Et dans ce recueil, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. Mais surtout, ce qui est amusant par rapport à ce qu'on disait de la nouvelle en France et éditorialement, on va dire. Je me souviens quand j'ai commencé à écrire ces nouvelles, mon éditrice m'a appelée, c'était un été, elle m'a dit, tu fais quoi? Je lui ai dit, j'écris des nouvelles. Je me suis dit, elle va me dire, oui, c'est bien, continue, dans ton petit coin, amuse-toi. Et elle m'a dit, envoie-moi. Et puis je lui ai envoyé les 2 premières nouvelles. Et donc, je rends grâce aussi au fait que certains éditeurs, et il y a donc des gens qui animent des revues de nouvelles depuis si longtemps, qui font confiance à cette forme courte et qui se disent que malgré tout, et on pourra le changer. Tout à l'heure, je plaisantais avec
Dave Eggers qui disait bon ben on va tous vous pulvériser si vous ne lisez pas des nouvelles, mais j'aime bien cette idée en effet que le format court est quelque chose qui peut être tellement satisfaisant. Il ne faut pas le vivre comme une frustration, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent hein, quand on est en signature, les gens viennent vous voir et vous disent c'est pas un recueil de nouvelles hein. Alors là tu dis si, là ils font ok, donc ils passent. Alors en même temps quand tu es une femme écrivaine, très souvent ils viennent te voir et ils disent parce que tu es aussi très décevante hein, quand tu es une femme, et ils te disent bon bah c'est pour ma femme, parce qu'en fait les hommes lisent rarement quand même des livres écrits par des femmes. Donc en fait, de toute façon, tu es doublement décevante. Tu es une femme et en plus, tu écris des recueils de nouvelles. Eric, au moins, tu n'as qu'une partie du problème. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'amuse. Bon, j'en plaisante, mais là, en fait, la nouvelle, moi, je pense qu'il y a une vraie possibilité, quelque chose, en fait, que les éditeurs ne prennent pas en main. Et je pense vraiment qu'il peut se passer quelque chose avec la nouvelle. Et c'est pas anodin si la nouvelle est aussi présente, aussi ardente en fait dans les pays anglo-saxons et les pays latino-américains et aussi au Japon. En fait, il y a plein d'endroits où la nouvelle elle est très présente. Et en France, étrangement, on a peur de la nouvelle. Est-ce qu'il y a une question éditoriale derrière ça? Parce que dans la salle de bain du Titanic, c'est le même principe, c'est-à-dire il y a des liens entre les trois textes de ce livre. Alors, malheureusement, je vois que le temps passe à toute vitesse, on n'aura pas le temps de lire un extrait. J'aimerais passer la parole à Eric, justement. Alors toi, tes recueils de nouvelles fonctionnent un peu différemment, il n'y a pas forcément d'écho, il y a des cohérences dans la démarche, mais il n'y a pas ce même système d'écho. Est-ce que tu veux bien nous lire un petit extrait de Quadrature, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui une nouvelle méta, puisque ça parle de ça, en fait. Hop. Les astronomes qui, à des années-lumière de distance, étudiaient cette planète où était apparue non seulement la vie, mais par surcroît la littérature, ce qui représentait une conjonction rarissime depuis le Big Bang, n'étaient guère optimistes quant à l'avenir de cette civilisation. Aux yeux de certains, elle ne s'éteignait pas, mais se vidait de sa substance, alors que traditionnellement une civilisation perdurait en se régénérant par la diversité, par des apports extérieurs, celle-ci s'atrophiait, elle puait le renfermer. Ainsi avaient établi certains astronomes à force de déduction, l'écrivain, dans un passé déjà lointain, avait renoncé à la poésie. Dans un article qui avait fait date, il s'en était expliqué en termes clairs et tranchants, dont il ressortait que l'époque, entendons par là le lectorat, avait perdu le sens du goût et du beau, et que servirait-on toujours et encore de la poésie au lectorat, il ne saurait plus ni la comprendre ni l'apprécier. Autant écrire encore en cunéiforme ou en hiéroglyphe. Le renoncement délibéré à la poésie, même si, pour se racheter, l'écrivain avait beau jeu de dire qu'elle persistait ici et là parmi sa prose, pareille à la rosée, signature de la nuit, ne fut pas la seule étape de cette perte de substance de la civilisation. Le coup suivant fut porté par l'éditeur un jour que l'écrivain parlait de lui soumettre un nouveau recueil de nouvelles. Retenant un « encore » qui spontanément lui venait sur les lèvres, l'éditeur trouva le ressort de sourire, de hausser les sourcils comme pour simuler un intérêt. Et cependant, l'écrivain, qui était son complice depuis la nuit des temps, perçut un petit quelque chose d'inhabituel dans le timbre de sa voix qui l'inquiéta. Il ne sentait plus l'impatience et la fébrilité habituelles de l'éditeur de toujours. Qu'avait-il bien pu se passer? Alors je précise que dans cette nouvelle, on est sur une planète composée de 4 habitants, un écrivain, un critique, un éditeur et un lecteur. Ouais. Mais où est le lecteur? Chacun voulant occuper le poste de l'autre, bien sûr.
Oui, le critique se disant j'aurais dû être écrivain, etc. etc. Est-ce que tu peux... alors, je trouvais intéressant évidemment de citer cette nouvelle. Tu mets souvent en scène des situations liées au monde éditorial aussi dans l'absurde. Est-ce que cette question du recueil qu'on abordait avec Véronique, de la cohérence, de l'homogénéité du recueil, moi je sais que quand j'ai publié un recueil de nouvelles, un des retours qu'on m'avait fait, c'est trop homogène. Mais après, on peut aussi critiquer le trop d'hétérogénéité. Donc, voilà, est-ce que, bon, évidemment, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, mais comment toi tu vis ça dans la composition de tes recueils, comment ça s'organise et quelle cohérence tu donnes à tes ensembles, puisque tu as quand même publié 6 recueils et récemment une anthologie. Donc. Non, là, j'abonderai dans le sens de Véronique. Il faut qu'il y ait un fil rouge, quelque chose mais qui soit relativement discret, qui permette au lecteur de se dire « Ah oui, je suis quand même dans le même univers ». Et tout ça forme un système planétaire qui gravite autour d'une idée ou d'une couleur, d'une tonalité, d'une atmosphère. Ça peut être autour de l'absurde, ça peut être une certaine forme de fantastique, ça peut être autour de l'idée de l'épuisement par le travail, comme j'ai fait dans un recueil, etc. J'avais par exemple beaucoup aimé un des premiers livres de Caroline Lamarche qui s'appelait Le jour du chien. Et c'était le fil rouge, c'était ce petit toutou là qui traversait la route, qui mettait en danger une voiture, enfin, ou plutôt le contraire. Et plusieurs personnes avaient vu ce chien traverser la route et ça servait de fil rouge, mais c'était habilement tissé et ça formait un ensemble magique. Donc il suffit parfois d'un petit rien, mais qui soit bien coordonné à travers le livre pour faire quelque chose qui se tient. Parfois, ça peut être moi, je vois ça un peu comme un système planétaire. Des fois, j'ai un récit principal qui est un peu plus ample, qui impose un thème, avec des satellites qui gravitent des nouvelles de plus ou moins forte grandeur autour de cet astre principal, ce qui forme quelque chose il faut qu'il y ait des résonances, un peu comme la force de gravitation, les corps qui s'attirent les uns les autres. Je crois pas au recueil de nouvelles éparses qui disparates, qui n'auraient rien en commun. Sinon, une période d'écriture de l'auteur. Voilà. Mais est-ce que donc cette planète autour de laquelle tournent ces satellites que sont les autres nouvelles, c'est celle qui donne son titre au recueil en général? Ça peut être la nouvelle titre. Trouver un titre. Voilà, non, quand j'ai écrit Un clown s'est échappé du cirque, c'était la plus courte nouvelle du recueil qui faisait juste une page mais qui donnait le titre donnait la tonalité. C'est comment fuir la tyrannie du travail. C'était ce petit texte qui voilà. Alors tu as aussi publié des textes qui sont un peu dans cette zone grise de la novella. Je pense évidemment à Nagasaki, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française du roman. Un texte très court. Du roman. Moi, j'avais donné à l'éditeur, à Jean-Marc Roberts, tiens, je te dis, je te donne une longue nouvelle, et puis je t'en donnerai d'autres, attends la suite. Quoi. Il a pas et il m'a dit, non, tu me donneras pas la suite, et on appelle ça roman, et on le publie. Voilà. Et ça a marché. Ça a marché, d'une certaine façon, oui. Mais pour moi, ça reste une longue nouvelle. Mais après tout ça, je ne comprends pas pourquoi on catégorise. J'ai l'impression que les pays où on aime la nouvelle sont des pays où tout simplement on ne cherche pas forcément à catégoriser, à ranger dans des cases précises. On aime la littérature, et si on aime la fiction, si on aime la bonne littérature, peu importe que ce soit novella, que ce soit récit, que ce soit nouvelle ou roman. Et d'ailleurs, c'est très flottant comme notion. En Russie, il y a des nouvelles qui font 100, 150 pages. On ne va pas dire novella. C'est plutôt une question d'état d'esprit dans lequel ça a été conçu, plutôt qu'une question de longueur, de nombre de signes. Quoi. Entre la microfiction, effectivement, et la longue nouvelle. Alors, est-ce que, justement... Pardon, je te passe la parole juste après, Joël. Je me demandais, Edith, quand même, est-ce que le fait de publier en plaquette des textes uniques
peut constituer une réponse éditoriale dans la mesure où, alors tu nous as dit que c'était une fausse bonne idée économique, c'est-à-dire qu'en fait ça revenait pas moins cher, au même prix de publier 10 textes qu'un seul livre, mais quand même on se dit... Tiens, en plus tes livres ne sont pas très chers, donc ils sont ce genre d'objets qui sont formidables à mettre à côté de la caisse en librairie, et voilà. Et on sait que ça peut être une démarche, ça pourrait être intéressant aussi d'interroger les libraires, notre libraire qui, je sais, défend beaucoup ton catalogue, et d'autres maisons d'édition courtes comme La Guépine. Voilà. Est-ce que ça peut être une réponse éditoriale à cette question de la visibilité, de la désaffection, du soupçon qui pèse sur la nouvelle? Ma chère Emmanuelle, tu as employé le mot de plaquette. Mais pourquoi j'ai mis 48 pages pour mes livres? C'est parce que j'ai lu dans la norme AFNOR, parce que j'avais fait des recherches, qu'on considère, sauf pour la poésie et la jeunesse, on considère qu'un livre peut s'appeler livre à partir de 48 pages. Donc ce n'est pas une plaquette, c'est un livre, mais c'est totalement arbitraire. Voilà. Disons nouvelle unique. Voilà. Nouvelle unique. Voilà, nouvelle unique. Écoute, moi, tout ça, je pense que c'est une question de communication et de temps qui sont les principaux problèmes de notre société. Le temps est compté parce qu'il faut... d'abord, on reçoit des notifications de notre téléphone portable toute la journée, donc on ne peut pas faire des choses très longtemps de suite. Ça, c'est la première chose. Et puis... il faut communiquer. Et bon, maintenant, moi, je suis assimilée à la nouvelle. C'est vrai qu'en fait, choisir une identité, c'est plus facile pour les autres. Donc, comme tu dis, c'est une réponse éditoriale. Mais en fait, il faudrait plutôt poser les questions éditoriales que faire des réponses éditoriales à des situations. Et en fait, oui, en fait, tu as raison quand même. En fait, c'est une question de temps. La différence entre la nouvelle et le roman, c'est le temps passé à le lire, pour moi. Et on dit roman, mais les romans, pendant tout le 19e siècle, qui est quand même le grand siècle du roman, n'étaient pas lus comme des romans. Ils étaient lus comme des suites de nouvelles, puisque c'était des feuilletons. Et Tolstoï et sa femme, parce qu'elle réécrivait tout, elle lisait tout à haute voix, ils envoyaient... tous les 15 jours, tous les mois, ils envoyaient leur dernier chapitre à la censure des prêtres du tsar qui renvoyaient, et après on publiait, ça faisait plein de nouvelles et ça a fait guerre et paix. Et en fait, les mystères de Paris, donc le mec, comment il s'appelle ? Eugène Sue. Oui, il publiait par feuilleton, et il y avait des bastons dans les rues chaque mois, ou quand ça sortait, en fait. Parce qu'il n'y en avait pas assez, c'est comme pour le dernier iPhone. Alors, déjà, la chose qui a changé par rapport à cette époque, c'est qu'il y a des iPhones, il y a des films, etc. Donc, en fait, le texte était la seule source de fuite vraiment, et de pensée, et de découverte du monde. C'était tout, en fait. C'était tout. Divertissement. Et puis, évidemment, ça permettait en fait de connaître, de connaissance. Oui. Divertissement et connaissance. Oui. Et aujourd'hui, c'est presque un reliquat du passé, puisque de toute façon, pour savoir comment s'habiller, pour savoir comment embrasser son copain à l'école, pour savoir ce qu'on va faire, etc., ce sont les séries télévisées qui servent à ça. Donc, en fait, ça avait un rôle social. Et en fait, nous, on se plaint souvent de ne pas avoir de public, mais c'est parce que notre rôle social est minimisé. D'ailleurs, si nous sommes ici à la Société des gens de lettres, c'est parce que ça nous a été donné à la fin de la Troisième République, en fait. Enfin, oui, je crois. Parce que sinon, on nous aurait donné un petit studio, voire rien du tout. Parce que l'écrivain a perdu de sa superbe. Il a perdu de sa superbe, il retrouve de sa liberté. Et l'éditeur, lui, il ne doit pas penser en fonction de catégories, alors je ne fais que ça, mais il devrait penser, voilà, puisqu'il n'y a pas de demande, je vais choisir l'offre que je vais faire. Et mon offre va créer un monde et donc un lecteur. En fait, le lecteur, il existe de toute éternité, mais c'est aussi à nous de le créer. Et donc oui, il ne faut pas que ce soit une réponse éditoriale à une situation, c'est juste que
un jour, les lecteurs... Il y a un musicien qui s'appelle Olivier Greif, qui est mort il y a une quinzaine d'années, qui est extraordinaire et qui est connu d'un petit groupe de gens. Mais il a dit, un jour, ma musique, que vous ne comprenez pas, hein, vous submergera de son évidence. Et moi, je pense que la nouvelle va nous submerger de son évidence parce que c'est le texte qui correspond à notre époque, c'est la forme la plus libre et c'est la seule forme à laquelle on peut avoir accès, même en possédant un téléphone portable. Merci Edith. Peut-être, alors, Eric voulait intervenir et puis juste après le mot de la fin, peut-être Joël pour réagir à cette idée de nouvelle comme peut-être lieu d'une forme de résistance aussi à cette désagrégation de la relation à la littérature, à la culture en général à laquelle on fait face aujourd'hui. Peut-être juste, si Eric, tu voulais intervenir. Non, pour rebondir sur ce que disait Edith, oui, on se sent extrêmement libre quand on sait qu'on n'a pas de lecteur. C'est génial d'écrire une nouvelle. Soyez poète alors. Non, mais c'est une boutade, mais en même temps, c'est capital pour la liberté du créateur. Parce qu'on fait totalement l'impasse sur la notion de lecteur. On n'est pas du tout l'obligé d'un lectorat. Je schématise, il y en a 2000, il y en a 3000 qu'on va... Mais ça apporte une liberté de créativité tellement plus grande que dans le roman, où un critique, un libraire qui est accoutumé à vous lire va essayer de retrouver la même veine et va chipoter ou je ne sais quoi. Non, là, on est dans le... ça éclaire pourquoi c'est vraiment un petit laboratoire dans lequel on a l'impression d'inventer, de mélanger des poudres et de voir ce qui va en sortir. Voilà. Merci. Joël, la nouvelle, un lieu de liberté ? Oui, alors moi, je pense qu'on a abordé là des thèmes essentiels. D'abord sur la difficulté de définir la nouvelle, ce qui pose déjà un problème peut-être de réception. La nouvelle, c'est pas la brièveté qui l'a définie, à mon avis. Hein. On peut aller de la nouvelle en 3 lignes de Félix Fénéon, dont je parlais tout à l'heure, même des 6 mots d'Hemingway. Hein, simplement à 150 pages, Mérimée 150 pages, hein, ou les nouvelles russes. Hein, donc c'est pas ça ce qui définit la nouvelle. Donc ça crée une ambiguïté dans l'esprit du lecteur. Ça c'est déjà une première chose. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire c'est le média, le support qui crée très souvent la contrainte de la longueur. Pour publier dans Harfang, il ne faut pas dépasser 20 000 signes, parce que si on arrive à 60 ou quelques, j'aurais plus qu'un seul nom au sommaire. Ça ne serait plus une revue. On ne passerait pas en revue. Le but d'une revue, me semble-t-il, c'est de passer en revue les différents aspects de ce qui se fait en ce moment sous l'appellation de nouvelles. Et ça peut être très très différent, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et alors, il y a l'autre problème essentiel que vous avez tous abordé, finalement, et qu'il faut regarder du point de vue de l'écrivain, peut-être de l'éditeur, et aussi du lecteur. Du côté de l'écrivain, c'est peut-être, j'appelle ça le complexe du nouvelliste, c'est-à-dire qu'il veut essayer de faire un roman tout en écrivant des nouvelles séparées, par chapitre, etc. Il y a effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de procédés qui permettent de faire ça, des fils rouges, des thématiques, j'ai beaucoup aimé ce que j'appelle moi le tuilage familial qui est dans un des personnages qui passe par relation de famille d'une nouvelle à l'autre, hein, dans le recueil de Véronique, par exemple. Hein. Il y a X manières. Il y avait quelqu'un qui avait réfléchi à ça entre deux guerres, c'était Marcel Arlan, qui avait créé je ne sais pas si c'est lui qui... il emploie le mot de recueil ensemble, de former quelque chose qui formait un ensemble, etc. À l'opposé de ça, bien sûr, donc qui est composé, à l'opposé de ça, il y a le recueil tiroir. On fourre ce que faisait Maupassant, d'ailleurs, certains recueils, pas tous de Maupassant, mais quand il avait publié 12 textes dans l'année, il les reliait, il allait voir son imprimeur et ça faisait un recueil, pas forcément unifié, ni composé, ni etc. Voilà. Une revue a le même problème. C'est-à-dire que, on m'a posé la question récemment, il y a des numéros que j'appellerais éclectiques, qui sont très très différents dans les registres, dans les thématiques abordées, etc. Et
et des recueils, des numéros qui sont presque des recueils où les nouvelles peuvent avoir des colorations, une nouvelle déteignant sur la suivante, etc. Il y a d'ailleurs une revue absolument superbe qui, malheureusement, comme beaucoup de nouvelles, naissent, vivent et meurent très rapidement. Elle a connu que 3 numéros, ce qui est déjà formidable, qui s'appelle L'âme au diable. Alors si quelqu'un a lu ça, c'est absolument formidable, parce qu'en fait, c'est fini, L'âme au diable ? Comment ? C'est déjà fini, L'âme au diable ? Eh bien oui, c'est déjà fini, oui. 3 numéros, 3 petits tours et s'en vont, hein, voilà. Et c'était évidemment composé comme un recueil avec des liens entre toutes les nouvelles. Et c'était une revue, enfin on était entre les deux. Ça c'est la problématique. Et donc du côté, ça c'est le côté de l'écriture, mais du côté du lecteur, effectivement, il y a ce problème de vouloir lire quelque chose qui soit composé, qui ressemble à un roman. Là. Sinon il est frustré. C'est la frustration très souvent des lecteurs qui viennent dire oui mais on aimerait, faudrait toujours faire la même nouvelle, ou même si ça a plu, on voudrait avoir la suite. Voilà. Et ça c'est évidemment la frustration. Donc d'où le statut ambigu de la nouvelle qui peut exister selon 2 modes, soit de façon isolée, comme une fleur en soliflore d'une certaine manière, ou une nouvelle isolée en revue, ou bien elle va s'intégrer à un ensemble, et à ce moment-là, elle va de faire un bouquet. Et donc là, on recherche l'harmonie de l'ensemble. Voilà. Je ne sais pas si... Merci, on a posé quelques éléments. J'espère que ça a ouvert des réflexions. Je vous propose... qu'on continue la discussion autour d'un petit verre. Et avant ça, vous pouvez évidemment vous faire dédicacer les ouvrages formidables de nos 2 auteurs, mais aussi les textes chez Malo Kirvan, puisqu'il y a quelques auteurs dans la salle, et éventuellement de la revue Arform, parce qu'il y a peut-être aussi des auteurs de la revue dans la salle. Je sais pas, voilà. Et voilà, donc la prochaine soirée aura lieu le 10 juin, sous la houlette magique de Belinda Cannon. Le programme n'est pas encore complètement défini, mais ce sera notamment avec l'atelier du roman, qui fera paraître, si tout va bien, son numéro début juin. Donc il sera là, tout frais, sorti des presses, pour nous. Donc numéro consacré au texte court, à la nouvelle. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos témoignages et pour votre énergie et votre humour. Voilà, on continue à réfléchir sur la nouvelle et on vous retrouve le 10 juin. Et puis avant ça, évidemment, on va boire un coup. Merci beaucoup.